C'est celui d'André Casse. Vous avez peut-être lu un certain nombre de papiers sur lui. Il a été suspecté à tort d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Il a fait 3 ans de prison. Il en est sorti il y a quelques années, mais il vient juste à l'instant, enfin il y a quelques jours, d'obtenir un non-lieu dans cette affaire. 12 ans de vie gâchés. Vous allez voir tout ça dans le reportage d'Alexis Trégaro. Et dans un instant, il vient vous raconter ces 12 ans de vie gâchés pour un meurtre qu'il n'a pas commis, mais pour lequel il a été accusé. Regardez le reportage d'Alexis Trégaro. André Casse peut enfin avoir le sourire. Soupçonné à tort d'avoir assassiné sa femme, cet homme de 52 ans vient d'obtenir un non-lieu. Une joie d'autant plus intense que cette décision tombe 12 ans après les faits. 12 ans de cauchemar judiciaire et personnel, 12 ans d'injustice, 12 ans pour retrouver son honneur. Tout commence le 5 avril 92, toute la famille Casse décide d'aller au cinéma, excepté Sylviane, la mère, qui au dernier moment se ravise et préfère rester dans leur maison de la banlieue de Rouen. Au retour d'André et de ses 4 enfants, il trouve Sylviane morte, tuée de 2 balles de 22 longs rifles. Au départ, la police conclut à un crime de rôdeur, mais 1 an et demi plus tard, André Casse devient un coupable idéal, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de sa femme et d'avoir demandé à des tueurs de la liquider. Une accusation fondée sur le seul témoignage d'un petit dealer. C'est un témoin qui est un peu particulier parce que déjà dans une autre affaire, il avait accusé certaines personnes d'avoir fait certaines choses et ce qui s'était avéré faux par la suite. Donc c'est un témoin très peu crédible, dès le départ. C'était le seul témoin qui existait, c'était un drogué, c'est un dealer, c'est un témoin très peu crédible. Le long cauchemar d'André Casse commence alors, il est mis en examen, écroué et passera près de 3 ans en prison avant que l'instruction ne reconnaisse son erreur et le libère en octobre 96. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir clamé son innocence et surtout de l'argumenter, André Casse ayant toujours pu démontrer que la préméditation était impossible, tout comme le mobile de convoiter la prime d'assurance vie de sa femme, une prime réservée à une banque envers laquelle Sylviane était endettée. En fait, André Casse va s'avérer être victime de la calomnie et de sa réputation. Ses mœurs libertins ne plaisent pas aux bien-pensants de la ville. Non seulement il dépense son argent avec ostentation, mais il collectionne les maîtresses, dont sa propre belle-mère, tandis que sa femme affiche également ses amants. Un anticonformisme cher payé, l'emprisonnement d'André Casse a ruiné ses affaires et surtout brisé sa famille. Livrés eux-mêmes, ses 3 fils ont connu pour certains la drogue et la déprime, malgré toute l'attention de Nathalie, leur sœur aînée. Aujourd'hui, André Casse a refait sa vie dans la région de Lille, mais au-delà d'avoir retrouvé sa dignité, il se bat maintenant d'une part pour être indemnisé du préjudice moral et financier subi au titre de l'erreur judiciaire, mais surtout pour qu'enfin le véritable meurtrier de sa femme soit retrouvé, jugé et condamné. Et cynisme de l'histoire, la piste la plus plausible aujourd'hui est celle d'un vendeur à domicile, une piste connue depuis 92, mais jamais explorée. André Casse, bonsoir. Merci de terminer cette émission avec nous, la dernière de l'année. Ce fait divers, c'est comme ça que les journalistes de télévision disent, nous a particulièrement intéressés parce qu'on imagine ce que ça va être votre vie complètement chamboulée après une accusation à tort. Déjà, vous voulez bien qu'on récapitule l'histoire depuis le début, qu'on la reprenne étape par étape? Tout à fait, oui. Ça commence le 5 avril 1992. Vous allez au cinéma avec vos 4 enfants. Ils avaient quel âge à l'époque? Ils avaient à l'époque 2 ans. 11 ans, 13 ans, et ma fille avait 21 ans, et j'étais aussi avec son mari, que je connaissais depuis l'âge de 8 ans, qui avait 21 ans aussi. Et donc vous allez au cinéma une banale journée du mois d'avril. Mon épouse doit venir avec nous ce jour-là, et au dernier moment, alors qu'elle est en voiture avec nous, elle décide de ne pas venir. On aura 3 ou 4 jours après son meurtre le témoignage de 3 personnes qui témoigneront l'avoir vue à la salle des ventes de Rouen, donc elle serait à la salle des ventes de Rouen juste après nous. Personne n'a développé ces témoins qui la connaissaient bien et qui ont témoigné à chaud, spontanément. Et à partir de là, quelques semaines plus tard, les gendarmes trouvent 2 coupables, des gens que je connaissais parce que je faisais du judo avec... j'étais prof de judo, donc. Et j'avais un de leurs frères qui était un ami à moi, et ils ont pensé que c'était eux. Ils les ont arrêtés, ils ont fait quelques mois de prison dans cette affaire, en étant tout à fait innocents. Le juge les a libérés au bout de 8 mois, l'un, 4 mois l'autre, et l'affaire restait là. Mais vous, quand vous rentrez du cinéma et que vous vous rendez compte du meurtre, vous êtes immédiatement suspecté? Non, pas du tout. Non, pas du à ce tout. moment-là, vous pensez à quoi? À quelque chose de tragique lié à un cambriolage? Puisqu'il y a des bijoux qui sont... Les bijoux et la voiture de votre épouse aussi, qui a disparu. Sa voiture a disparu, des bijoux ont disparu, des tableaux, elle avait une galerie d'art, ont disparu. Et surtout, il y a quelque chose qui paraît évident, c'est qu'elle a tiré sur ses agresseurs à 2 reprises, et ce qu'on a vu maintenant dans le non-lieu, c'est l'expertise balistique qui a été faite par un grand professeur. Parce qu'elle a été elle a été tuée par balle. Hein. Elle a été tuée par balle avec sa propre carabine. Donc elle a tiré à 2 reprises sur son agresseur qui a dû donc la désarmer, retourner son arme et la battre avec.
Donc sur le coup, nous on voit un cambriolage. Évidemment, il faut imaginer, il y a 4 enfants, le choc. Moi, je la connaissais depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 23 ans que nous vivions ensemble. Et ça a été, comment dire, un moment extrêmement difficile. Donc avec les enfants, on a essayé de se reconstruire et on a passé ensemble 19 mois. Jusqu'à ce qu'un matin, 8 novembre 8 novembre 93, on vienne m'arrêter à midi en me disant une dizaine de policiers débarquent chez moi et me disent vous êtes suspecté du meurtre de votre femme. Alors sur le coup je comprends pas, c'est celle qui me tombe sur la tête. Et on met en garde à vue ma fille, donc la fille de la victime. On met en garde à vue mon ex-gendre, on met en garde à vue... Votre fille, on lui dit votre père a tué votre mère, aidez-nous à le coincer quand même. Aidez-nous à le coincer, absolument. On met en garde à vue mon fils qui a 13 ans, puisqu'il avait 11 ans au moment où sa maman décède. L'autre, Julien, a 15 ans. Et donc tout le monde en garde à vue. Ma fille, un peu plus de 24 heures. Mais sur quel fondement On vous on dit vous met quoi en garde à vue? On vous dit quoi? Le fondement, c'est que je suis censé avoir commandité un meurtre, donc c'est un assassinat, et la base même, c'est la préméditation. Bon, alors la préméditation, aujourd'hui, c'est pas possible. Tous les témoins disent c'est pas possible. Un assassinat sans préméditation, c'est une grande première. Et on me met donc en détention. Ça vient d'où? Est-ce que vous avez compris d'où ça vient? Oui, c'est que vous avez été balancé d'une certaine manière? Oui, mais ça vient d'un inspecteur des stupéfiants, parce que ce qui est le cas de dire sidérant de cette affaire, c'est que c'est un inspecteur des stupéfiants de Lille qui va voir le juge d'instruction, qui est un juge qui a fait une promotion interne, qui est un garçon honnête intellectuellement, mais bon, pas très expérimenté, pas très aguerri, et qui va gober, qui va prendre pour argent comptant ce que va lui donner cet inspecteur Il lui dit stupéfiant. quoi, Il lui dit quoi et exactement? pourquoi il vous Il lui accuse? dit, écoutez, monsieur le juge, j'ai la solution, j'ai la clé. J'ai arrêté à la frontière quelqu'un qui avait 1,2 kg de cocaïne, d'héroïne. Il avait avec lui sa compagne. Et en échange de quoi, il va me donner des indications. Il va donner des indications, d'ailleurs, pas sur un seul meurtre, mais sur 2 meurtres. Heureusement, le premier meurtre qu'il va donner va être adressé à un juge qui s'appelle Lemonnier, qui est un juge qui va vérifier tout de suite que toutes ces assertions sont complètement fausses, quoi. Et puis, par contre, pour le mien, le rapport de police va être de dire que même s'il a raconté... Ça veut dire que ce couple qui est arrêté à la frontière balance sur vous, dit... Oui. dit quoi d'ailleurs? Il faut comprendre comment ça se passe. Le policier, a priori, c'est pas gratuit quand il va à Lille, il est rouennais. Il va de Rouen à Lille interroger lui-même cette personne à mon sujet. Ça ne peut pas être gratuit, parce qu'en général, il procède par commission rogatoire et c'est un policier de Lille qui aurait dû faire. Et en plus, un policier des criminels dans une affaire pareille. Bon, non, c'est lui qui va lui-même là-bas. Et comment on travaille? Autrefois, dans les films, en noir et blanc, on voyait des durs, façon Ventura, façon Delon, qui prenaient des coups dans la figure et qui ne parlaient pas. Aujourd'hui, on va voir un type, on lui dit, dis donc, il paraît que tu connais Fogiel, tu le connais, il paraît, il habite dans ton immeuble, il paraît qu'il trafiquera un peu la drogue. Alors l'autre dit, je suis pas au courant, mais enfin, ah bon, écoute, si t'es pas au courant, dans ce cas-là, on n'a rien à te dire, dans ce cas-là, tu repars en cellule. Le type panique, il voit une ouverture, il dit, maintenant, si tu sais que, on nous a dit... C'est pas comme ça... C'est comme ça que ça se passe. Mais vous payez quoi à ce moment-là? Votre réputation un peu sulfureuse de libertin, puisque vous aviez une vie un peu, on va dire, débridée pour être un peu large. Et un côté... Et quoi d'autre? Vous payez quelque chose, c'est pas juste... Il y a plusieurs choses. Dans les témoignages, on voit en permanence, dans les premières dépositions, le gros juif, donc c'était... une consonance antisémite qui était là, mais c'était surtout la façon de vivre qui était différente. C'est-à-dire une vie un peu oui, mon épouse libre. et moi, on était les 68 arts, nous sommes connus en 69. Tout à l'heure, vous avez fait un aparté sur ma belle-mère, je l'ai connue, j'avais 17 ans, elle en avait 38. Hein. C'était l'époque du lauréat, c'était l'époque... Non, mais après, personne ne juge votre mode de vie. Hein, donc, à l'époque, je ne pensais pas épouser ma femme, donc je rencontre deux dames, une qui a 17, une qui en a 38. Mais dans le même dossier, on dit que ce policier qui vous a accusé, par exemple, vous aviez la même maîtresse, par exemple. Oui. C'est une des explications possibles? Écoutez, je pense qu'on doit avoir une liaison ensemble, parce que pour un tel acharnement et un montage pareil qui ne repose sur rien, ça ne pouvait pas être complètement gratuit. Donc, mais ça, c'est des faits qui sont avérés? Vous partagez la même maîtresse? Écoutez, on l'a vu à plusieurs reprises avec lui. Moi, c'est une jeune femme qui m'avait tenu compagnie après la mort de mon épouse pendant un certain temps et qui ensuite aurait bien voulu que nous restions ensemble. Et j'ai pas envie qu'elle remplace mon épouse, donc on en est resté là. Et manifestement, à plusieurs reprises, elle était apparemment très liée et elle était à l'origine. Elle était à l'origine aussi de ça, parce que quand le policier revient avec ces deux témoins qui n'ont aucune crédibilité, il a besoin d'avoir un témoignage. Et donc, cette jeune femme va aller voir ma belle-mère, et elle lui dit, on sait tout, ce policier sait tout, mais ça ne suffira pas si tu ne nous aides pas à dire qu'ils ne s'entendaient pas, qu'il y avait quelque chose entre eux. Bon. C'est comme ça que le dossier se monte. Et c'est comme ça que ça se monte, et c'est comme ça que je me retrouve. Mais alors, je me retrouve en détention sur un mobile qui est un contrat d'assurance et un héritage. Et moi, je me dis, quand on voit un film, n'importe quel film de scénario B, on se dit, on va vérifier.
Alors, on va voir le notaire, on va voir liquidateur judiciaire, on va voir les assurants, on va voir tout le monde. Rien du tout. On me met en prison parce que je touche l'héritage de mon épouse. L'héritage de mon épouse, c'est 4 millions d'euros. C'est passé dans le Nouvel Obs. Ils avaient passé la lettre 4 dans millions laquelle... 4 millions d'euros de perte. Ah pardon, de perte. Ouais. De perte. Donc, ça veut dire, évidemment, on le refuse, parce que si on le prend, on doit le payer. Donc, on refuse l'héritage. Quant à son contrat d'assurance, il est au crédit foncier. Elle a 5 millions d'assurance et elle leur doit 5 millions 5. Donc ça ne joue pas. Rien. Ça tenait pas la route. Alors, Et alors, comment ça se passe votre vie? Vous allez en prison. Qui s'occupe de vos 4 enfants? Personne. Comment Alors, ça, personne? Personne, parce que, non mais justement personne, parce que je regarde dans l'affaire d'Outreau, des séances sociaux ont pris des gens, les ont placés, rien, personne. Ma fille qui a 21 ans récupère, comment dire, ses frères, ses frères, et donc j'ai ma compagne actuelle aussi qui nous donne un coup de main, et les voilà partis. Et donc, votre fille dit ma mère est morte, ces assassins courent toujours, mon père a fait 3 ans de prison pour rien, mes frères sont en thérapie, je suis ruiné, j'ai divorcé, mais tout va très bien. Oui, elle a fait un livre chez Kalman qui a pas mal fonctionné il y a quelques années, et je pense qu'elle va en faire un deuxième dans quelques mois, parce qu'elle a beaucoup plus de talent que moi pour ça, et pour raconter donc ce vécu. Mais Donc c'est elle qui s'occupe des elle enfants. s'occupe des enfants avec aussi ma nouvelle compagne donc, que je connaissais déjà à l'époque et qui a pris aussi en charge un de mes fils Jérôme pendant un moment et ils se sont partagés, quoi. Elles ont co-géré sans rien, sans que personne ne demande quoi que ce soit. Donc le petit avait 4 ans, il a aujourd'hui 14 ans, je viens de le quitter tout à l'heure. Les autres avaient 14 ans, enfin 13 ans, 15 ans et on leur dit votre père est un criminel. Donc ils sont dans un village. Ce sont des gosses de famille plutôt nantis, même assez nantis, et tout va bien. Et ils vont passer de 700 mètres carrés avec piscine, avec sans jamais savoir ce que représente l'argent, avec une vie universitaire, une carrière à faire, enfin tout, à 3 ans plus tard à 50 mètres carrés à Paris à 4. En ayant tout perdu, parce qu'évidemment j'avais investi tout ce que j'avais dans mes boutiques. Je pensais que si j'étais mort, tout aurait été payé, mes enfants auraient été très riches. Si j'avais été invalide, j'aurais été très riche. Mais là, évidemment, le cas n'était pas prévu. Ce qui, si on résume et qu'on va au bout de l'histoire, quand on voit le reportage de tout à l'heure, c'est que, si on a bien compris, les policiers ont laissé passer une piste, et c'est cette piste-là qui vous aurait innocenté, et c'est ça qui est scandaleux dans cette histoire. Oui, ce qui est scandaleux, c'est que, justement, je vous remercie de m'avoir invité, parce que il y a 3 semaines à peu près, j'ai retrouvé un document dont j'ignorais tout. C'est-à-dire qu'en 2000, on convoque quelqu'un qu'on pense être l'assassin de ma femme. Tout le monde le pense. Et dans le non-lieu de 2004, le procureur de la République, qui est un type très intelligent à Rouen, heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce qu'il s'est battu contre tout le monde. Le procureur de la République est censé être l'accusation pour faire triompher le bon droit. Et ça, on peut lui rendre un hommage. Il s'appelle Schmitz, c'est rare. Et donc, on trouve cette piste avec des gendarmes, retrouve la piste de quelqu'un. Et moi, je pense qu'en 2000, quand il est interrogé, et quand il dit « le portrait robot que vous avez fait là, c'est moi, c'est ma tête, vous voulez me faire tomber », à ce moment-là, je me dis, ils sont forts quand même, quoi. Ils ont trouvé une piste, 8 ans après, ils sont balèzes. Eh bien, pas du tout, parce qu'en fouillant mes dossiers, je suis tombé sur un PV que j'aurais jamais dû avoir, de gendarmerie, qui est un PV de synthèse. C'est quand on tue quelqu'un, en général, quand il y a un meurtre, vous avez un PV de synthèse qui est fait, dans lequel on dit l'assassin c'est lui, peut-être, les autres pistes c'est ça, voilà ce qu'on pense, voilà ce que... Bon. Et ça c'est interne, et donc ce PV de synthèse est daté du 10 avril 92. Et à la fin du PV de synthèse, il y a marqué « Monsieur X, vendeur 2, est passé au domicile quelques jours avant, c'est un... » comment dire, il s'occupe de réinsertion de personnes sortant de maison d'arrêt. Cette piste n'a pas été explorée. Et c'est cet même homme que vous avez retrouvé en 2000 et qui a... C'est cet homme qu'on retrouve en 2000. Pourquoi on le retrouve en 2000? Parce qu'il y a un juge parisien qui s'appelle Nguyen, qui est assez connu. Et donc le juge Nguyen va le faire arrêter pour une centaine de cambriolages, des agressions contre des femmes dans les propriétés avec une violence rare. Et en recoupant, on s'aperçoit que c'est l'assassin. Du coup, le juge Nguyen, qui n'est pas dans mon dossier, mais qui, par recoupement, connaît mon juge à Rouen, lui dit « Attends, c'est pas possible, c'est forcément le même, parce qu'il est passé 15 jours avant, il a été voir ton employé et tout. » Et là, on découvre ça. Ça veut dire que si, en 1992, imaginons un film de Coluche, pour les gens qui font du cinéma, on prend le portrait robot. Attendez, elle meurt le 5 avril. Le 7, le portrait robot est fait. Le 10 avril, le PV de synthèse. Un seul flic, un seul gendarme prend le PV de synthèse, il va, il regarde, il se dit « Ah, c'est lui ». C'est pas compliqué, c'est lui, c'est le sosie, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait? On met sur écoute, on retrouve les tableaux, il a un nom receleur, on retrouve les bijoux. Et derrière, l'histoire est bouclée. C'est fini. Et ça évite à 7 personnes d'aller en prison pour rien.
Et aujourd'hui, quand j'écoutais M. Perben à l'Assemblée nationale et après dans l'affaire Boutreau dire si jamais, par hasard, ils étaient innocents et si jamais je serais absolument bouleversé, bien pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu qu'il était bouleversé parce que ça fait quand même 2 mois que le nom lui est sorti, il est définitif. Et pour l'instant, vous n'avez aucun contact avec le ministère de la Justice? Si, j'ai eu un contact samedi. Je présume qu'il y a une cause à effet avec votre émission parce que... La bande-annonce, vous voulez dire? Oui, la bande-annonce. La bande-annonce de l'émission. Vous avez été appelé par le ministère de la Justice J'ai été appelé suite à la diffusion de la bande-annonce samedi après-midi, dans lequel on m'a dit que désormais Nicole Guette suivait le dossier, qu'il était à Chancellerie et qu'ils étaient très troublés par ce PV parce que, en général... Vous réclamez quoi? On va conclure là-dessus. Vous réclamez quoi aujourd'hui? Ce que je réclame, c'est qu'on me remette dans la position dans laquelle j'étais et que les années qui sont passées se rattrapent. Parce que, à titre indicatif, aujourd'hui, je gagne moins d'argent que j'en gagnais en 1978. Et nous sommes 30 ans presque plus tard. Merci beaucoup André Casse. Merci à vous. On va laisser le dernier mot de la fin à Stéphane Blakowski.